contrôle plat du pied. Je sais pas quoi vous dire. Mais les meilleurs joueurs du monde. Contrôle extérieur du pied, contrôle poitrine. Il Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. C'est combien je te paye là pour jouer avec tes pieds quoi. Je sens qu'on va pas être copains. Contrôle... à plusieurs le contrôle. Tant mieux pour le football. Bonsoir à tous, il est 19h, vous êtes sur Radio Phoenix et c'est l'heure de la troisième mi-temps, épisode 4, saison 1. Vous l'aurez remarqué, c'est Arthur qui aurait dû être à ma place ce soir, mais il n'a pas pu être présent avec nous. Du coup, c'est moi, Landry, qui reprend le brassard de capitaine. Et nous avons trouvé le remplaçant à Arthur. Il s'agit de Yanis qui était présent avec nous la semaine dernière, pour parler du hackathon. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Tant mieux alors. Sinon, les deux autres qui sont avec nous ce soir, ça change pas. Il s'agit de Mathis. Bonsoir Mathis. Bonsoir à tous. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. J'espère que ça va bien les gars, moi ça va bien. Et on va tout de suite passer au sommaire avec ce soir donc le billet d'humeur qui va concerner cette semaine Diego Simeone et Zinedine Zidane. Ensuite on parlera de la Ligue 1 avec le maintien, la Ligue 1, la deuxième place de la Ligue 1. Et aussi on va parler de Malherbe en Ligue 1 donc. On va parler des trophées UNFP, on va faire le tour d'Europe habituel. On va parler de l'équipe de France, de la liste qui arrive bientôt, qui arrive jeudi. Et les traditionnels et célébrissimes Zap Match et Quiz en fin d'émission. On va tout de suite attaquer l'émission donc par le billet d'humeur qui concerne cette semaine Diego Simeone Zizou, le futur duel de la Ligue des Champions. Exactement, il était parti un soir de juillet 2006, la tête basse, ne regardant même pas le trophée qu'il venait de laisser s'envoler et nous tournant le dos, affichant malgré lui son nom floqué. Zinedine Zidane, vous l'avez tous reconnu. Aujourd'hui, 10 ans après, il a l'occasion de se racheter un petit peu et de faire vibrer la France à travers le Real Madrid. À Milan, en Italie. Moi, il me fait vibrer. Coïncidence, que ce soit en Italie, je ne pense pas. Zinedine Zidane, minot marseillais, fort en caractère, qui a vu rouge plus d'une fois. Diego Simeone, historique de l'Atleti, le seul et l'unique qui, avant Ranieri, avait réussi à relever une équipe qui était promise au bas-fond de la Liga. Deux destins opposés, un enfant roi du football, ballon d'or, champion du monde, star du Real des Galactiques, plus cher transfert de l'histoire. Un milieu rugueux, physique et modeste, au large palmarès, mais ne faisant pas rêver les stars du Real. Aujourd'hui, peut-être le meilleur tacticien du monde. Il quadrille le terrain et le rend trop petit pour les créateurs de poche du Barça et ceux moins de poche du Bayern, mais tout aussi créatifs. Côté Real, on a l'impression que le terrain est trop grand pour les joueurs de la Maison Blanche, qui sont presque un petit peu perdus sur le terrain. Alors on peut l'affirmer, Zinedine Zidane n'est pas un fin tacticien. Mais qu'est-ce qui pourrait sauver le Real ? Pascal Duprat ? Ranieri ? Ou bien Franck Dumas ? Non, c'est Zidane. Eh oui, parce qu'il est un meneur d'hommes hors pair et que tous les joueurs du Real rêvent de lui la nuit. Parce qu'il a scoré cette reprise de volée en 2001 que personne n'oublie. Parce qu'il sait pertinemment que sa seule chance d'avoir 11 joueurs remontés à bloc, un Kroos à son niveau, un Modric trouvant des ouvertures dans un mur rouge et blanc, une charnière enfin aussi solide qu'elle est agressive, un Bale à son niveau de ces derniers matchs, un Ronaldo digne de Ronaldo, l'Atlético Madrid peut avoir peur. Le Real aussi. La plus grande force de Zidane, c'est son aura. Mais c'est aussi celle de Diego Simeone. C'est sa plus grande force. Ah, qu'est-ce qu'elle est alléchante cette finale. Un stade mythique, une capitale du foot, un derby madrilène, remake de 2014. Deux meneurs d'hommes hors pair, ayant leur effectif acquis à leur cause. Il y a des matchs comme ça qui sentent bon l'histoire. À l'avance, merci Diego, merci Zinedine, de me donner autant envie de passer 2 heures devant un canapé, car ces 2 heures seront à coup sûr exceptionnelles. J'en ai des frissons les gars, je sais pas vous, mais moi j'en ai des frissons. Je voulais vous poser la question, pour vous, est-ce que ça va être l'heure de la revanche pour Diego Simeone ou pour ZZ l'heure de, je sais pas, on va parler d'une confirmation? Je sais pas du tout le résultat final, en tout cas moi, j'espère me tromper, mais ça sent la purge, je trouve. Moi, je suis 1-0. Ça sent le match, je sais pas pour qui, mais ça 1-0. sent le match historique. Moi, je vous le dis, Moi, ça m'emballe pas trop. Ça sent les saucisses merguez devant la finale de Ligue des Champions. J'ai quand même l'impression que le destin veut que ce soit Simeone qui la gagne. Au vu de son parcours, je pense que
c'est inévitable. Bah après, si on reste sur ton billet d'humeur et que si on oppose Simeone Zidane pour le football, j'espère quand même que, même si j'aime bien Zizou, que pour le coup Simeone va gagner, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment une. Enfin, je veux dire, voilà, Simeone, ça reste un beaucoup pour l'instant plus grand coach que Zizou. Zizou, il a rien Ça, prouvé. c'est sûr. Est-ce que c'est de la chance qu'il soit là? Je sais pas, mais en tout cas, je préférerais que ça soit Simeone si on veut récompenser le travail d'un coach. Mais souvenez-vous des remontadas à répétition du Real. Souvenez-vous. Pour moi, ce sera Simeone aussi. On va fermer la page sur ce duel Diego Simeone, Zinedine Zidane. Et on va tout de suite passer à la Ligue 1. C'était le match de football, les Montpelliernais contre les Limoges. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. 37e journée de Ligue 1 samedi soir. C'était donc soirée multiplex dans tous les foyers français qui ont eu la chance de retentir la petite musique 24 fois. Qui dit 37e journée dit qu'on est proche de l'épilogue de cette saison et que la course à la Ligue des Champions ainsi que la course au maintien continue. On va tout d'abord s'intéresser donc au Toulouse Football Club qui est tout proche d'une remontada historique, Yanis. Oui, effectivement, ils sont enfin sortis de la zone rouge qui squattait depuis un certain temps. Et donc octobre. Et donc c'est peut-être un déclic pour le Toulouse FC qui vient de sortir de la zone rouge. Au contraire, Reims s'enfonce encore plus. Et le Gazélec aussi. Peut-être que c'est déjà joué. Les 3 derniers matchs, le dernier match pour ces 3 équipes, Toulouse contre Va à Angers. Reims contre Lyon et Lorient-Gazélec. Lorient-Gazélec. Je pense qu'on n'aura pas de surprise et je pense que le trio est déjà formé. Le classement, ça donne Reims 19e avec 36 points et un goal average de moins 16. Gazélec 18e avec 37 points et moins 20 de goal average. Et Toulouse 17e avec 37 points et moins 11 de goal average. Et Baptiste aime à dire que le goal average, ça vaut un point. Et oui, non, c'est vrai. Non, par contre, sérieusement, pour moi, Reims, c'est mort. Parce que ça m'étonnerait que Lyon lâche des points là-bas. Quand on a vu la perte de ce week-end. Et Toulouse, c'est un miracle. Franchement, c'est vraiment un miracle parce que j'avais dit depuis le début de l'émission que pour moi, ils ne savaient pas qu'il y avait tout contre eux. Et voilà, il a suffi d'un week-end où que les planètes s'alignent et puis ils sont passés devant. Mine de rien, les contre-performances rémoises et ajaxiennes de la semaine dernière, et Toulouse a pris un point en même temps, et ben mine de rien, ce point, il vaut de l'or actuellement. Il vaut une place en Ligue 1. Mais Toulouse, il y a des joueurs de foot à Toulouse. Je pense que il leur manquait beaucoup de confiance. Et quand on a des joueurs comme Trero, Ben Yedder, Braithwaite. Trero, il est fort. Franchement, moi, je suis d'accord avec lui. Trero, il a du ballon. Braithwaite, j'ai beaucoup de mal. Par exemple, Trero sur son but samedi, le petit crochet après son contrôle. Il y a du football. Il est très beau. Et voilà, il fallait réunir un peu de confiance autour de cette équipe. Mais qu'on vienne pas me dire que Braithwaite n'est pas en sur-régime en ce moment, parce que là. Maintenant, à Toulouse, il y a un meneur d'hommes et c'est ce qui fait la différence. Ça, c'est sûr. C'est ce qui fait la différence maintenant. Avant, on avait comment il s'appelle, Harry Bagé. Harry Bagé, il avait rien prouvé. Il était beau gosse. Voilà, il était beau gosse. Il plaisait aux femmes, il ramenait du monde au stadium. Tu te ressens la moitié alors. Prends-le bien alors. Et je voulais vous poser la question, pour vous, parmi les 3 clubs qui restent, lequel aurait été le plus méritant de se sauver? Au vu de la fin de saison ou au vu de la saison entière? Toute la saison. Et Toulouse, ça fait qu'un mois qu'ils jouent, donc après, le plus méritant, c'est forcément le Gazélec. Ouais. Je veux dire, là-dessus, on peut pas l'enlever. Mais par contre, on peut noter un truc, c'est que le maintien, alors, imaginons que si le Gazélec et le Reims perdent la semaine prochaine, parce que le Gazélec va peut-être perdre à Lorient, c'est possible, sur le synthétique, je sais pas si c'est là que Philippi va être le meilleur. Lorient n'a plus rien à jouer. Mais après, Lorient, Lorient sont peut-être, enfin bref, mais ça se peut que le maintien se joue. Ça se peut que le maintien se joue à 38 points. Je sais pas si on a déjà vu ça, mais c'est extrêmement bas. On parlait de 40 points il y a 5-6 semaines, et puis là, 38 points. Faible saison. On a vu des années où c'était à 45 points, et il y avait beaucoup plus de suspense. 45 points cette année, c'est l'Europe. Même en haut, le total de points est très faible. Je crois que c'est sur les 10 dernières années, c'est le plus faible total du deuxième en fait. C'est ça qui est étrange parce que souvent, comme l'année dernière, le maintien était déjà assez bas, il était à 40 points, mais Lyon et Paris, ils avaient pris tous les points. Du coup, et Marseille, ils en avaient pas laissé, à part Marseille à la fin, ils n'avaient pas laissé beaucoup, donc ça explique. Mais là, c'est vrai que le championnat était vachement homogène et je sais pas si c'est un bien ou un mal pour la Ligue 1. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que le Gazélec, s'ils ne se maintiennent pas, aurait quand même mérité de se maintenir. On va donc fermer cette page sur le maintien et on va passer à Lyon-Monaco.
Toi, comme beaucoup de Français, Mathis, tu as regardé, tu as assisté derrière ton écran à ce spectacle qui nous était offert au Parc OL entre Lyon et Monaco. Et on le disait la semaine dernière, c'était une finale, on l'attendait. Alors, celui qui gagnait ce match, il avait le droit de se faire fracasser au premier tour de la Ligue des Champions. En fait, il était deuxième, quoi. Et l'autre, il avait l'immense honneur de pouvoir jouer 2 tours de barrage de Ligue des Champions, de prévoir son budget en fonction de la reine des Coupes d'Europe, pour finalement moisir en groupe H contre Chisinau. Ouh, ça fait rêver là d'un coup. Hein. Chisinau. Alors, cette finale n'a pas seulement duré 4 minutes, comme le dit Christophe Dugarry. Pour moi, je suis pas d'accord. Cette finale, elle a duré 20 minutes. 20 minutes jusqu'à l'expulsion de Lassina Traoré. Alors lui, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Il a un QI, je sais pas. Son QI est pas égal à sa taille en tout cas. Donc ça faisait 2-0 déjà, il me semble, à l'expulsion de Traoré. Donc après, les buts ont plu sur la déferlante. On dit on plu. On plu. Il y avait de la pluie en tout cas. Invente un autre terme, c'est pas grave. En tout cas, les buts ont plu sur le Parc OL. Et c'était un très beau spectacle. Enfin, ça dépend pour qui en fait. Un spectacle, merci. Déjà, tu vois le premier but de Radji. Enfin, le premier pas de Radji, mais le Radji sur le premier but. Comment il fait pour faire ça à ce moment-là là, quand il Attends, il y a eu tellement de buts qu'il faut que je me remette en... Après, enfin, je veux dire, tous les buts, ils sont... Enfin, Lyon, ils ont profité, mais Monaco, ils ont été dégueux. T'as pas le droit de faire une saison... Moi, ça fait 9 mois que tu trimes pour avoir la finale, et au final, tu fais un match comme ça. Et pour moi, c'est une faute professionnelle. Tu prends un doublé d'Mbiwa, déjà, ça commence. Ils ont pas trimé pour avoir la finale, ils avaient 9 points d'avance dans la saison et ils ont... Non mais je veux dire, toute la saison, tu vois... Et c'est encore pire dans ce cas-là, quand t'as 9 points d'avance et que t'es Monaco, tu dois pas les lâcher. Ouais, non, ils ont peut-être lâché avant, t'as raison, mais c'est impressionnant, même sur le deuxième. Enfin, le premier but, Radji finit en individuel, et le deuxième, les Lyonnais, ils vont le marquer tout seuls, sans un centre. Enfin, c'est un but d'école. Enfin voilà, et pour une équipe coachée par Jardim, j'étais vachement étonné du niveau et de la nullité affichée par Monaco. Jardim, il peut pas tout faire à un moment. Mais après, non, mais c'est ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, tu vois, il inculque. Je veux dire, tu vois, sa défense, par exemple, l'année dernière, c'était vachement dur de marquer un but. Là, t'as accéléré, tu marquais. J'ai pas regardé tout le match, mais un truc qui m'a choqué, c'est à un moment, il y a une action qui m'a marqué. C'est Rachid Ghezal, il rentre dans la surface. Et tu vois les Monégasques qui limite ils s'écartent. C'est quand Ghezal il met une virgule petit pont là. Peut-être. À un moment, là. Je sais plus, mais... à un moment, il rentre côté droit, il faut une virgule petit pont. Je sais pas, mais moi j'ai été surpris. Les mecs, c'est limite, ils s'écartaient, ils avaient peur du ballon. Enfin, moi je m'attendais à de l'engagement, mais j'ai rien vu de tout ça sur ce que j'ai vu. Juste Echier-Gilet, Wallace, Radji, Carvalho, il a 37 ans, il a fait la carrière qu'il a, mais 37 ans. Même Jardim, il peut rien faire avec cette équipe de bras cassés. Équipe de bras cassés, ils sont 3ème de Ligue 1. Eh ben parce qu'on a une Ligue 1 de bras cassés. Voilà Landry. Après, je l'ai dit. Je pense pas que Jardim soit exempt de tout reproche. Par exemple, laisser Lemar sur le banc, je pense que c'est une erreur de sa part. Mettre Lassina Traoré, le mettre sur un parquet de basket, pourquoi pas? Parce que je pense que c'est là un peu où est son poste, mais pas sur un terrain de foot. Je suis désolé. T'avais parlé de Doyen Sport la dernière fois et des influences que ça pouvait avoir sur l'équipe. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs bizarres. Bon, Lassina Traoré, je pense pas qu'il soit concerné par ça, mais il y a le mec sur le côté là, Elder Costa. Lui, c'est un but. En je crois 20 matchs, un but, 0 passe D, et il a mis un but parce qu'il l'a poussé au fond il y a 2 semaines. Mais ces joueurs-là, tu te demandes comment ils jouent alors qu'il y a Lemar sur le banc, alors que Lemar dès qu'il rentre il fait la différence. Exactement. Et voilà, il y avait eu l'histoire au Brésil que les matchs amicaux c'était les sponsors et les agents des joueurs qui faisaient la compo à la place d'un gars à l'époque, enfin toujours, mais il a pas été viré pour ça. Mais c'est à Monaco, il y a des choix bizarres de Jardim des fois au niveau surtout des joueurs offensifs avec ces joueurs prêtés avec option d'achat qu'il a. Il fait avec ce qu'il a aussi, Jardim. Enfin, il y a aucun scoreur à Monaco. Ils en avaient un, ils en ont entre guillemets 2 parce qu'on va mettre Falcao dedans. Et l'autre c'était Valère Germain. Aujourd'hui, il a 14 buts avec Nice. Et à Monaco, le meilleur buteur c'est Wagner Love. Wagner Love, il était bien revenu pourtant. Et après, il a disparu. Non, mais il avait mis quelques buts. Après, il a disparu du 11. Tu sais pas. Alors au début, c'est pareil. Alors lui, il a joué pendant 3-4 matchs. Il était nul. Et après, il commence à marquer. Et à ce moment-là, il enlève. En tout cas, on est d'accord, saison décevante en Ligue 1. Lyon mérite d'être devant Monaco. On va s'arrêter là pour le débat sur Lyon et Monaco et on va passer à Malherbe. On va passer à Malherbe, donc plus proche de chez nous, qui se sont déplacés ce week-end à Nantes. La réserve, eux, sont partis à Évreux et les 19 sont allés jusque dans la Somme, à Amiens. Baptiste. Ouais, alors enfin une victoire avec le stade Malherbe 2-1.
contre Nantes avec des buts de Delors sur penalty et de Rodelin à 6e minute. Et ce but de Rodelin va, à mon avis, remplir le stade Michel Dornano la semaine prochaine. Est-ce que vous savez pourquoi ? Aucune idée. Et parce qu'il y a un mec du MNK au début, quand tout le monde pensait que Rodelin est un flop monstrueux, il a fait le pari de se mettre dans son plus simple apparat. Si Rodelin marquait 10 buts, chose faite, parce que Rodelin a atteint la barre des 10 buts, qui l'eût cru. Et donc voilà, donc je vous invite tous à Dornano pour voir ce superbe Je serai présent. pour voir ce superbe spectacle. Et sinon, plus sérieusement, la victoire de Malherbe est tout de même importante, en tout cas dans les têtes, parce qu'ils voulaient finir dans le top 10 et là ils sont quasi assurés. 8e. Ils sont remontés à la 8e place. Ouais, non, mais je veux dire, ils voulaient finir dans le top 10, c'était l'objectif affiché depuis la perte de la perspective d'une Coupe d'Europe. Et du coup, ça serait l'objectif, il va être atteint, à part 90% de chances qu'il soit atteint, normalement, avec vu les confrontations directes qu'il y a à côté. Et il peut même terminer 7ème s'il gagne, et ce qui en ferait la deuxième meilleure équipe de Malherbe de tous les temps. Deuxième meilleur classement. Oui, donc équipe comptable de tous les temps. C'est vrai. Derrière l'équipe qui s'était qualifiée pour le match de Saragosse, dont on entend tout le temps parler, et surtout cette année avec... comme on avait cru un jour qu'on aurait pu retourner en Coupe d'Europe. Et aussi, de plus, c'est important parce que quand, on le sait avec les droits TV, on peut gagner 500 000 à 1 million d'euros par place grappillée. Et dans un budget comme celui de Caen, si Caen veut garder des joueurs comme Da Silva, Delors ou Makengo, ça peut servir. Entre la 7ème et la 12ème place, donc les possibilités où peut atterrir Malherbe, il y a 3 millions d'euros à et entre la 8ème où ils sont actuellement et la 7ème, justement, c'est là que je crois qu'il y a le plus gros fossé entre cette 12e, entre la 12e et la 7ème. Là, ils peuvent gratter 800 000 euros. Ok. Donc, alors, gros pactole à la clé. Et donc voilà. Et concernant la CFA2, alors ils se sont inclinés 4-2 à Évreux et ils disent donc adieu à une possible montée en CFA. Et alors, ils ont perdu 4-2. Alors, ils ont manqué d'efficacité dans le but. Ils ont tapé la barre. Ils ont été. Ouais, l'équipe était très jeune et ils ont pris d'ailleurs 3 buts sur coup de pied arrêté, donc on ne sait pas si c'est dû à un manque d'expérience. Et ils vont donc évoluer au 5e échelon national la saison prochaine. Et les U19 aussi. Alors les deux équipes, la B et les 19 étaient en forme quand Malherbe n'était pas, et là la dynamique s'est inversée puisque ils avaient 12 absents, 3 et 17 dans le groupe et ils jouaient à Amiens. Et alors ils ont perdu 2-1, ils sont quand même arrachés et tout, ils ont pris un penalty à la 93e minute, donc déplacement dans la Somme amère, et eux ils disent aussi adieu au podium de U19 NAS groupe A. Malgré les contre-performances, une grosse génération qui arrive à Dornano. Il est 19h19, c'est l'heure de marquer une première pause sur Radio Phoenix, une première pause musicale, à tout de suite.